Bonjour, dans cette quatrième capsule vidéo, je vais vous parler des systèmes de numération. Donc, on va pouvoir comparer pour essayer de mieux comprendre en fait notre propre système de numération. On va le comparer à deux autres systèmes, soit le système égyptien et le système chinois. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec trois objectifs spécifiques du cours. Donc, de posséder des notions historiques concernant l'émergence de domaines mathématiques. Donc, on va avoir une brève incursion historique. On va se convaincre du caractère évolutif des mathématiques par une pratique soutenue d'activités mathématiques, donc l'évolution des conceptions, nécessité d'un savoir communiqué, etc. Donc, on va voir comment ont évolué les mathématiques. Et on cherche à appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments. Dans ce cas-ci, ça va être le matériel de manipulation, tout en exerçant un jugement critique. Donc, commençons par une petite définition, en fait. D'une numération. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un système de représentation des nombres qui permet de désigner les nombres et d'effectuer des opérations sur ceux-ci. Donc, allons voir un petit peu plus en détail maintenant cette définition-là, mais en allant voir d'abord sa place dans les documents ministériels. Donc, si on regarde d'abord ici dans le programme, on voit qu'en arithmétique, l'élève est invité à construire le sens des nombres, de la numération et des opérations. Donc, on retrouve ici autant au premier, deuxième et troisième cycle, il y a différents apprentissages qui doivent être faits, particulièrement les systèmes de numération. Là, on parle des systèmes arabes, donc là, c'est notre système à nous, dans le fond, qu'on appelle indo-arabe, système romain, dont on ne parlera pas aujourd'hui, système babylonien, système maya, les caractéristiques, avantages et inconvénients. Donc aujourd'hui, on ne va pas voir exactement les mêmes, mais c'est le même principe. Dans le fond, on va en voir d'autres pour compléter un petit peu ce qui doit être vu au primaire, puisque c'est un cours universitaire. Donc, puis au deuxième cycle, c'est ça, on développe la compréhension du système de numération. Donc, et qu'est-ce qu'on retrouve dans la progression des apprentissages? Au départ, la comptine, le dénombrement, les constructions, les représentations, la mise en ordre, la mise en relation des nombres sont toutes des activités essentielles pour le passage à la numération. Puis on va retrouver, là, par exemple, certains passages, là, notamment dans le sens et l'écriture des nombres. On va voir que jusqu'en quatrième année, il y a des apprentissages qui se font, notamment avec le tableau de numération, dans lequel on reviendra là, particulièrement dans d'autres capsules vidéo prochainement. Donc, commençons avec un brin d'histoire. Au quatrième millénaire avant notre ère, à Sumer, donc les Sumériens, ils ont eu l'idée de remplacer les cailloux. Comme on avait vu là, dans une vidéo précédente, les chasseurs et les bergers pouvaient utiliser des cailloux, des entailles, tout ça. Mais ils ont eu l'idée de remplacer des cailloux par des objets en terre, de taille et de forme variées. Donc, selon sa taille et sa forme, l'objet correspondait à une valeur déterminée en base 60. Donc, nous, on va y revenir tout à l'heure, mais notre système à nous est en base 10, eux, il est en base 60. Donc, pour les Sumériens, un petit cône valait 1, une bille valait 10, un grand cône valait 60, un grand cône perforé 600 et une sphère 3600. Donc, on peut voir que c'est une base 60 parce qu'on a on a à la fois comme la base 10 et la base 60 dans le fond. Donc, la base 60 ici est 10 fois 60, 600 et 600 fois 6 nous donne 3600 ou 60 fois 60 en fait nous donne 3600. Donc, on voit ici qu'on pouvait représenter les nombres, en fait, mais en base 60, mais avec différents objets là, en terre cuite de taille et de forme différentes. Ensuite, ça soulève l'idée de groupement et de base. Donc là, on parlait de base 60, nous, on serait en base 10. Donc, le principe de groupement, il a permis de passer d'un système basé sur des unités à un système groupé. Donc, avant, on avait seulement des unités. Donc, chacun de mes jetons vaut 1. Alors que là, on pourrait dire, non, mon jeton, en fait, quand il est rouge, vaut 1, mais quand il est jaune, par exemple, c'est l'équivalent d'une dizaine, par exemple. On pourrait donner un certain sens comme ça. Ou avec une autre forme, on pourrait utiliser d'autres objets. Donc, tous les systèmes de numération font appel à des groupements réguliers appelés des bases. Donc, le recours à une base permet d'utiliser un nombre restreint de symboles pour exprimer les nombres. Donc, comme je disais, si je dis que jaune vaut 10, j'ai besoin d'utiliser un seul jeton au lieu d'en utiliser 10 rouges, 10 unités. Donc, en principe, tous les nombres pourraient former une base. En pratique, les civilisations ont eu recours à peu de bases différentes. Donc, la plus fréquente étant la base décimale, base 10, mais il y a aussi eu la base sexagésimale, donc 60, la base 20, la base 12, la base 5 et la base 2.
Ce qu'on peut remarquer, c'est que pourquoi 5, 10, 20 qui sont sortis plus souvent, mais c'est en lien avec notre corps humain. Donc, les gens comptaient sur leurs doigts. Donc, une base 5, là, les 5 doigts d'une main, les 10 doigts, ou les 20 si on compte doigts et orteils. Donc, ce sont principalement les gens comptaient avec ce qu'il y avait autour d'eux à l'époque. Donc, c'était plus facile de compter justement avec leurs doigts si on avait une base 5 ou 10 que si on avait une base 7, par exemple. Donc, allons voir justement une numération à base 5. Qu'est-ce que ça veut dire, une base 5? C'est que je pourrais dire qu'à chaque fois que j'ai mes jetons, par exemple ici, que j'utilise, je pourrais dire à chaque fois que j'ai un paquet de 5, ben, ça me fait un groupement. Puis là, quand j'ai 5 groupements, si je suis en base 5, dès que j'ai 5 de quelque chose, je passe à l'unité supérieure. Donc, et là, je vais avoir des groupements de groupements. Donc, 5 paquets de 5. Puis après ça, quand j'ai 5 paquets de 5, j'aurai un groupement, un gros groupement de 5 paquets de 5, justement. Donc, un groupement de groupement de groupement. Et ça, on peut le faire avec des jetons ou avec des objets du quotidien. Là, on propose même, dans le fond, on pourrait utiliser des sacs d'attache à pain. Donc, ou avec des petits ziplocs aussi, on pourrait prendre des petits ziplocs et prendre des représentations concrètes, un peu comme on le voit ici. Donc, dès qu'on a un paquet de 5, on en fait dès qu'on a 5 unités, on fait un paquet. Et là, après ça, on mettrait dans un petit sac Ziploc. Quand on aurait 5 petits sacs Ziploc, on pourrait les mettre dans un sac un peu plus grand, un sac plus grand, un gros sac Ziploc, par exemple. Et là, on pourrait voir comme ça ici nos groupements. On peut le faire aussi avec des blocs multibases. Donc, faire des paquets de 5. Dès qu'on a 5 paquets, okay, 5 unités, on les met ensemble. Et on ferait comme ça des différents paquets. On pourrait faire des dessins aussi. On pourrait utiliser des boîtes de 5 qui existent. Il existe des boîtes de 10, mais des boîtes de 5 aussi. On peut utiliser la technologie. Donc, et là, parmi ça, là, il y a certaines représentations qu'on va dire semi-concrètes. Donc, on n'a pas directement concrètement. Mais là, si on reste, disons, avec les représentations concrètes avec les jetons, si je vous demandais de représenter ce nombre-là, qui est un nombre en base 6, l'indice 6 veut dire en base 6, je vous demande combien de... je vous demande d'abord, avec vos jetons que vous avez pour le cours, de représenter ce nombre-là. Donc, que je ne nommerai pas parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que nous en base 10. Donc, je vous demande d'abord de le représenter devant vous. Puis, une fois que c'est fait, je vous demande combien de jetons il faudrait à base 10. Donc, combien de jetons ça prend pour représenter ce nombre-là. Donc, ici, ça va nous prendre, si on regarde ce que j'ai fait, je vais essayer de vous le montrer le plus clairement possible. Pardon. OK. Donc, ici, ça serait notre nombre, en fait, qui n'est pas 21. Donc, 21, nous, c'est la façon dont nous, on le nomme, qui est dire 20, c'est 2 paquets de 10, parce qu'on est en base 10. Ici, ce ne sont pas des paquets de 10, ce sont des paquets de 6, parce qu'on est en base 6. Donc, ici, j'aurais une sizaine, une deuxième sizaine et une unité, ce qui me fait bien mon nombre de 2 sizaines et une unité. Donc, on n'est pas habitué vraiment à dire, nous, des sizaines, parce qu'on est habitué, vraiment, on a été conditionné avec le temps à penser en termes de dizaines, mais ici, chaque groupement en base 6, ce sont 6 unités qui font un groupement. Et si j'avais 6 sizaines, ben, ça me ferait un paquet qui ne serait pas, non pas une centaine comme nous, mais on pourrait dire une 36aine. Et là, pour répondre à la question, combien de jetons faut-il en base 10? Donc, il faudrait, en fait, 13 jetons en base 10 si on compte, parce que 6 plus 1, ce qui nous donne bien 13 dans notre base 10 à nous. Là, je viens de voir qu'il y a une petite coquille ici. Il manque un S. Donc ça, c'est pour la base 5. Et là, après, on peut utiliser les jetons comme ça. C'est pas si simple que ça pour vous. Et je crois, là, travailler dans une base autre que 10. Puis ça peut être un bon exercice, en fait, de travailler comme ça avec des jetons, puis juste essayer de représenter des nombres dans d'autres bases. Pourquoi? Parce que vous avez été tellement habitué à voir justement 2 et 1 pour dire que c'est 21 et là c'est 2 dizaines et une unité. Pour un enfant qui commence, qui pour lui la base 10, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? C'est un peu arbitraire. Pourquoi on choisirait 10? C'est pas si évident que ça. Donc, le fait de le faire cet exercice-là, ça va vous mettre un peu à sa place en disant quelle difficulté je peux avoir. Puis, OK, c'est des groupements de combien? C'est pas si évident que ça. Donc, je vous invite à faire ce genre d'exercice-là de votre côté pour bien comprendre et essayer de mettre des mots aussi pour l'expliquer aux élèves. D'ailleurs, travailler en d'autres bases que 10, ça peut être, c'est tout à fait recommandé de le faire au primaire pour après arriver à la base 10, qui est notre base, puis qu'on ait travaillé, puis donner un sens à tout ça.
et non pas dire c'est un choix arbitraire, c'est comme ça parce qu'on l'a fait de même, c'est des dizaines. Donc allons voir maintenant la numération des Égyptiens. Donc c'est un système qu'on dit de numération additive de groupement en base 10. Donc on revient à quelque chose qu'on connaît bien, là, les bases 10, numération additive. Donc on va voir ce que ça veut dire. Donc dans ce système, les unités sont représentées par des traits. Donc ici j'ai des traits, donc 1 trait, 2 traits, 3 traits, etc. Quand j'en ai 10, ben, je vais remplacer par une dizaine ici. Chaque puissance de 10, les Égyptiens avaient besoin d'un nouveau symbole. Donc ici la centaine, c'est une corde enroulée. L'unité de 1000, c'est une fleur de lotus. La dizaine de 1000, c'est un doigt. La centaine de 1000, un tétard. Puis le million, c'était un dieu levé avec les bras levés vers le ciel. Et c'était le symbole le plus élevé qu'il y avait. Donc pour les Égyptiens, c'était un peu le summum, en fait, million. Donc on pouvait faire plusieurs millions en faisant plusieurs fois ce symbole-là. Mais il n'y avait pas de symbole pour la dizaine de millions, par exemple. Donc ça s'arrêtait là. Pour eux, c'était déjà un nombre qui était amplement grand, qui répondait à leurs besoins. Donc, c'est une numération additive. Donc, si on veut représenter un nombre, ben on va additionner, dans le fond, les valeurs de chacun de ces symboles-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que un nombre va être formé par une autre petite coquille ici, je m'excuse. Donc, un nombre est formé par la juxtaposition de symboles. Donc, la valeur du nombre va être égale à la somme des valeurs des symboles, d'où son appellation de numération additive. Donc, chaque symbole est répété le nombre de fois requis. Donc, les Égyptiens auraient écrit 1999 ainsi. Donc, une unité de 1000, 9 fois des centaines, 9 fois des dizaines et 9 fois des unités. Donc, 1999. Donc, c'est sûr que c'est plus pratique d'utiliser ce genre de symbole-là que de représenter 1999 avec 1999 en taille sur des os, là, comme on avait vu que faisaient les chasseurs en préhistoire. Mais le risque d'erreur est moins grand que justement si on devait faire chacun des traits là, 1999 fois. Mais le système a des limites. Donc, quand on arrive dans les opérations, si on voulait multiplier 345 par 623 avec les symboles du système égyptien, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, on va voir que le système a évolué pour se rendre à celui qui est plus optimal à ce jour, qu'on utilise depuis assez longtemps déjà, en fait. Si on regarde entre-temps la numération des Chinois, donc c'est un exemple de numération hybride, donc qui utilise à la fois l'addition et la multiplication pour désigner les nombres. Donc, l'addition va être utilisée comme dans le système additif égyptien, comme on en avait, pour déterminer la part de divers groupements. Puis, pour déterminer la quantité de chacun de ces groupements, on va faire intervenir la multiplication. Donc, au lieu de faire, comme on avait tout à l'heure égyptien, si on a 9 centaines, on faisait 9 fois le symbole, bien là, ils vont utiliser un symbole qui veut dire 9, et après ça, centaines. Donc, par exemple, pour faire 20, bien, ils vont écrire 2 fois 10, donc ils vont faire le symbole du 2, collé avec le symbole du 10. Donc, pour ce système-là, ils ont besoin, dans le fond, de 9 symboles qui sont pour les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on ne les voit pas, mais il y a aussi les 7, 8, 9. Puis après ça, on a besoin des symboles qui représentent les puissances de 10. Donc, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Donc, quand on a ça, on peut aller représenter les nombres dans un système de numération hybride. Donc, les dizaines, les centaines et les autres puissances de 10 s'expriment suivant le principe multiplicatif. Donc, on va écrire 531 comme ça. Donc, on va avoir ça représente 5. Ça, c'est le symbole des centaines. Ça, c'est 3, 10 et 1. C'est comme si on disait, il y a 5 centaines, 3 dizaines et une unité. Ce qui revient, dans le fond, et ce qui est très près à quand on essaie de décomposer le nombre avec un système de positionnement, comme je le ferai, en fait, dans une prochaine capsule vidéo. Et c'est plus avantageux, en fait, que d'écrire avec le système égyptien, là, où on aurait 5 fois ce symbole-là, là, où on faisait un système additif où on aurait 5 fois. Donc, on dit, j'ai 5 fois la centaine, 3 fois la dizaine et 1 fois l'unité. 1999, ça c'est une unité de 1000, 9 fois 100, 9 fois 10 et 9. Donc, 1999. Donc, la numération des Chinois, déjà, montre qu'il y a eu une évolution dans le système de numération depuis le système égyptien. Donc, si on compare les deux, les numérations additives et hybrides, les deux sont plus pratiques que représenter des unités, là, par exemple avec des cailloux ou avec des entailles, mais les systèmes hybrides surpassent les numérations additives
Pourquoi? Parce qu'il représente une économie de symboles dans l'écriture des nombres par rapport à des systèmes additifs. Donc, 1999, on avait vu tout à l'heure en numération égyptienne et en numération chinoise. Voici le même nombre. Donc, on voit que c'est quand même moins long, plus efficace, en fait, de l'écrire comme ça. Mais il y a quand même une faiblesse. Pour chaque nouvelle position ou groupement exprimé, il y a un nouveau signe ou un nouveau symbole qui s'impose. Donc, si on veut aller dans les centaines de mille, dans les millions, les dizaines de millions, etc., on a toujours besoin de nouveaux symboles. Tandis que nous, dans notre système à nous, qui est un système de position, un système positionnel, on pourra régler cette difficulté-là, en fait, et être encore plus efficace. Donc, dans notre système à nous, ça c'est le système des Égyptiens pour 1999, système des Chinois, et ici, c'est notre système à nous, donc qui est encore plus efficace en tenant compte des positions. Donc, on va y revenir plus en détail. Donc, notre système à nous, c'est la numération indo-arabe. Donc, c'est un exemple de numération de position. Dans la plupart des systèmes de numération, la valeur d'un chiffre va être indépendante de la position que le chiffre occupe dans le nombre. Donc, dans le système égyptien, le 45, on peut l'écrire comme ça ici. Tant qu'il y a 4 dizaines et 5 unités, peu importe l'ordre, ou les 4 dizaines, on peut les mettre à la fin et les 5 unités au début, ça n'a pas d'importance. On n'est pas obligé de les mettre au début ou à la fin. Bon, ça peut faciliter la lecture, mais il n'y a rien d'obligatoire parce que c'est un système additif. Donc, si j'additionne tout ça, ça me donne bien 45. Ici aussi, ça me donne bien 45. Mais dans les systèmes de numération de position, la valeur d'un chiffre varie selon la position qu'il occupe dans le nombre. Donc, 123 ne vaut pas la même chose que 321. Donc, mon 3 ici vaut 3 unités, mais mon 3 ici, le même symbole que j'utilise, puisqu'il est à la position des centaines, il va valoir 300. Donc, ce sont les mêmes chiffres, mais le nombre ne vaut pas la même chose parce que les chiffres ne sont pas placés au même endroit. Donc, notre système de numération, c'est un code d'écriture où on a seulement besoin de 10 chiffres. Et avec 10 chiffres, on peut écrire des nombres aussi grands qu'on le souhaite. Contrairement comme on avait vu aux Égyptiens, aux Chinois, qui ont besoin de plus en plus de symboles, plus on avance. Donc, nous, tout ce qu'on a besoin, c'est des 10 chiffres ici, de 0 à 9. On a besoin de la base 10 comme code de référence et d'un système de positionnement. C'est-à-dire, les 10 chiffres vont prendre une valeur selon la place qu'ils vont occuper dans le nombre, soit la position du chiffre dans le nombre, ou la valeur de position. Et là, on va dire, dès qu'on commence, on a les unités, puis après ça, à sa gauche, ce sont des dizaines, à sa gauche encore, ce sont des centaines. Et comment on fait? C'est en base 10. Donc, comment on passe de dizaines à centaines? Dès qu'on a un groupement de 10, c'est ça la base. Donc, dès qu'on a un groupement de 10 unités, on échange en une dizaine. Dès qu'on va avoir 10 dizaines, on échange en une centaine. Donc, à chaque fois qu'on va avoir 10 d'une certaine unité, on passe à l'unité supérieure. Et l'ordre des chiffres, comme je l'ai dit, dans le nombre est également important. Pourquoi? Parce qu'on fait une lecture de gauche à droite. Puis les chiffres augmentent de valeur de droite à gauche. Dès qu'on se déplace vers la gauche, on passe à l'unité supérieure. Donc, les contextes de développement maintenant. Donc, pour développer ces nombres-là, on va utiliser des contextes. On va voir qu'on va utiliser du matériel aussi. Donc, tout comme pour le concept de nombre, l'usage de matériel varié et signifiant s'avère judicieux pour explorer la numération. Donc, à l'aide de nouilles, de bonbons, d'attaches de pain, d'objets du quotidien finalement, les élèves sont invités à regrouper selon certaines contraintes, donc par 3, par 5 ou par 10, selon le choix de l'enseignant. Ou même ça pourrait être selon le choix des élèves. Ils manipulent ces groupements dans différents contextes de la vie courante. Donc, ils peuvent fabriquer des bouquets de fleurs, préparer des sacs d'Halloween, etc. Donc, et ils sont invités à faire et défaire leur groupement. Donc, ça, c'est intéressant justement dans cette idée de comprendre l'échange que tantôt, quand j'étais en base 6 avec mes jetons, je peux prendre facilement ma sizaine puis la défaire en 6 unités ou je peux les regrouper. Donc, grouper et dégrouper, défaire le groupement, c'est quelque chose qui doit être développé avec les élèves. Le matériel de manipulation, Poirier soutient qu'il y a trois grands types de matériel de manipulation, dont le nom est assez évocateur. Donc, on a le matériel au groupement apparent et accessible, on a le matériel au groupement apparent mais non accessible, puis on a le matériel au groupement symbolique. Donc, je vous demande d'abord, selon vous, les blocs en base 10 qu'on voit ici, ça serait de quel type de groupement? Donc, on va le voir que les blocs en base 10, c'est des groupements apparents, mais non accessibles. Donc, on voit apparent parce qu'on voit bien chacune des unités, dizaines, centaines. On pourrait essayer de les voir. Mais par contre, on ne voit pas bien
ils ne sont pas nécessairement accessibles. Pourquoi? Parce que si j'ai 10 et ici une dizaine, je ne peux pas les séparer facilement pour en faire 10 unités. Donc, je dois vraiment l'échanger avec 10 autres cubes unités et non pas le défaire comme si j'avais ici, par exemple, ce serait du matériel où je peux défaire facilement. J'ai fait des groupements, mais je peux les défaire facilement. Là, mes sacs Ziploc, comme je parlais tout à l'heure, par exemple, je peux faire les groupements et les défaire, alors qu'ici, les groupements sont non accessibles directement avec ma dizaine ou ma centaine. Donc, on va aller les voir justement les trois un peu plus en profondeur. Donc, groupement apparent et accessible. Donc, c'est le matériel le plus facile à utiliser par les jeunes élèves qui commencent à apprendre la numération. Donc, dans ce type de matériel, les unités sont apparentes dans le premier groupement. Les élèves voient, par exemple, si on travaille en base 10, les 10 unités qui forment la dizaine. Et les unités sont accessibles, c'est-à-dire les élèves peuvent aller chercher individuellement les 10 unités directement dans la dizaine. Et là, ça vaut pour tous les groupements. Donc, on voit les éléments qui composent le deuxième groupement, et etc. Donc, un des exemples, ça peut être d'utiliser, par exemple, du matériel, on dit de tous les jours, des boutons qu'on place dans des sacs transparents, comme je disais tout à l'heure avec mes sacs Ziploc. Là. Des petits sacs qui seraient l'équivalent d'une dizaine, les moyens sacs, une centaine. On pourrait même se rendre dans les grands sacs où on aurait des unités de 1000. On va privilégier ce type de matériel pour aborder la numération parce qu'il permet de former et de modifier facilement les groupements et d'en comprendre la composition. Donc, si je pourrais défaire en fait mon petit sac pour bien voir que dans mon petit sac, il y avait 10 unités. Je pourrais défaire mon moyen sac pour bien voir que dans mon moyen sac, j'avais 10 petits sacs de 10 unités. Donc, on verrait qu'il y a une inclusion d'un groupement dans un autre, puis il y a une présence de toutes les unités qui composent. Autrement dit, on voit les boutons dans les sacs transparents. Donc, si j'ai avec trois petits sacs et 2 moyens sacs, ben, j'aurais 2 centaines, 3 dizaines, donc j'aurais le nombre 230. Et si je l'avais fait au complet, je verrais mon 230 unités, en fait, là, en regardant dans mes 2 moyens sacs, en fait, je verrais qu'il y a vraiment 230. Ouais, mes 2 moyens sacs et les 3 petits, c'est ça. Et là, on peut utiliser justement des jetons aussi bicolores comme vous en avez à ce moment-là pour les groupements apparents et accessibles. On peut utiliser des boutons aussi. Il faut juste faire attention ici on ne tient pas compte de la couleur quand on fait ça. Donc, la couleur ne représente absolument rien. Donc, tous les boutons ici vaudraient une unité, par exemple. Matériel au groupement apparent mais non accessible. Donc, comme je disais tout à l'heure, les unités ne sont pas directement accessibles. Les élèves ne peuvent pas retirer directement les 10 unités qui composent la dizaine, mais ce type de matériel permet de voir les unités qui composent le premier groupement. Donc, on peut voir quand même les 10 unités, mais sans pouvoir les défaire. Même principe pour les autres groupements. Donc, les blocs en base 10, comme on a vu, en sont un exemple. Le matériel permet de voir le type de groupement, mais toutes les unités ne sont pas apparentes, comme c'est le cas, par exemple, pour les unités de 1000. Donc, je n'ai pas tout à fait une unité de 1000. Là. Si vous prenez votre propre matériel à vous, vous allez voir qu'il y a, par exemple, 8 centaines rouges. Donc, j'en ai pas tout à fait, mais si on pensait, je pourrais en ajouter deux bleus, par exemple, pour faire vraiment une unité de 1000. Donc, c'est pas tout à fait une unité de 1000, mais pensons que j'aurais un bloc d'unité de 1000 qui se défait pas. Mais si j'ai ça, je vois pas toutes les unités parce que je vois pas celle du milieu, là, c'est opaque, donc je vois pas là, les unités qui sont ici à l'intérieur. Donc, il faut procéder à des échanges pour représenter différents nombres. Donc, il faut vraiment échanger ma centaine ici pour 10 dizaines. Je ne peux pas directement la défaire en dizaines, par exemple. Donc, cette caractéristique du matériel, l'échange, va être fort utile pour traiter les opérations arithmétiques tout en permettant de continuer à se familiariser avec les groupements et leur composition. Donc, c'est plus difficile au début, mais par contre, ça se rapproche après de ce qu'on veut faire quand on veut faire des opérations. Donc, c'est une question de à quel moment c'est une progression, à quel moment on le fait avec les élèves. Donc, avec ce type de matériel, les groupements ne sont ni accessibles ni apparents, donc les groupements symboliques. Les élèves doivent se souvenir de la règle du groupement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on pourrait avoir une règle en disant rouge vaut 1 et jaune vaut 10, par exemple. Donc, comme il est plus difficile de travailler avec ce matériel, il va être introduit plus tard que les deux autres. Donc, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? On retrouve les abacs, les bouliers, les jetons. Donc, les jetons, quand on a des couleurs différentes et qu'on tient compte de la couleur différente. L'argent aussi. Donc, ce sont des exemples de ce type de matériel. Celui-ci va exiger que l'enfant ait compris la règle de groupement parce qu'il n'y a pas d'indice lié à ceux-ci. Donc, c'est assez arbitraire de dire pourquoi ça vaut 1 et pourquoi ça vaut 10. Donc, ça, c'est un peu plus abstrait, en fait, à comprendre. Parce que les jetons sont de même grosseur, puis il y a juste la couleur là, qui peut rappeler le niveau de groupement.
Donc, d'autre part, le matériel va exiger la maîtrise de l'échange. Donc, ici, l'échange, en fait, ça va être de dire, ben, j'ai besoin de me faire du change, comme on peut dire, là. Ben, je vais aller échanger ma dizaine ici pour 10 unités rouges. Donc ça, ça m'amène à travailler l'échange dès qu'on modifie les nombres par l'ajout ou le retrait de certaines quantités. Donc, toutefois, il permet aussi de se centrer sur la valeur positionnelle des nombres. Donc, c'est encore une fois très important de le développer, mais c'est toute une question de temps, là, à quel moment dans la progression. Donc, si on continue, groupement symbolique, si certains enfants peuvent apprécier son caractère mystérieux et être stimulés à en comprendre le fonctionnement, d'autres peuvent être déstabilisés par son usage complexe et abstrait et pas en retirer le plein potentiel. Donc, ça peut amener différentes difficultés. Donc, il convient donc de juger s'il est approprié ou non de l'utiliser de manière systématique avec tous les élèves et à quel moment l'introduire dans toute la classe. Donc, c'est ce que je disais. Donc, et particulièrement on peut être porté à croire que l'argent, c'est un bon, ils connaissent ça, ils en ont entendu parler, donc on va commencer à travailler avec l'argent. Par contre, c'est assez déconseillé parce que, justement, il faut bien comprendre, et c'est assez arbitraire, pourquoi un 10 sous qui est plus petit qu'un 5 sous, par exemple, mais il vaut quand même plus, 2 fois plus. Donc, c'est assez arbitraire. Donc, les groupements symboliques, c'est pas si évident que ça pour les élèves, donc ça doit être fait plus tard. Donc, on va avoir vu finalement différentes propriétés du matériel de représentation pour représenter le nombre, matériel de manipulation aussi, qu'on pourrait dire. Donc, les groupements peuvent être apparents ou non. Donc, on voit les groupements ou non. Les groupements peuvent être accessibles ou non. Donc, si les groupements ne sont pas apparents, ce sont des groupements symboliques, en fait. Et s'ils sont apparents, ils peuvent être accessibles ou non. L'aspect positionnel aussi, selon le matériel qu'on va utiliser, on va voir l'aspect positionnel. Donc, dans un abac, par exemple, si on dit, ben ici, ce sont mes unités, puis après ça, ici, j'ai mes dizaines. Donc, si ça commence à ressembler à un aspect positionnel, où si j'ai 3 billes rouges et 5 billes jaunes, ben, je vais avoir 35. Donc, on se rapproche du système positionnel. Dans certains matériels, le 0 est visible, alors que dans d'autres, ben, avec les jetons, par exemple, représentés 0, ben, non, il n'y a pas de rien qui identifie le 0. La présence des chiffres aussi. Des fois, dans certains matériels de manipulation, on peut voir la présence des chiffres. Puis, ça peut être concret ou symbolique. Là, par exemple, si c'est dessiné, quand on utilise le dessin, on va dire que c'est plus symbolique et non pas concret directement avec le matériel. Donc, en raison de toutes ces propriétés-là, chaque matériel va présenter des avantages différents, mais aussi des inconvénients, tout ça, donc pose des exigences différentes. Donc, il faut chercher vraiment à s'adapter en fonction de l'élève, s'adapter aussi en fonction de la situation. Donc là, je vous poserai la question, quel matériel serait plus approprié pour introduire la numération au premier cycle du primaire? Donc, est-ce que ce serait les jetons sans tenir compte de la couleur? Est-ce que ce serait les blocs en base 10? Est-ce que ce serait la BAC? Ou est-ce que ce serait l'argent? Donc, ce serait les jetons sans tenir compte de la couleur. Donc, si on parle de progression, on pourrait dire, grosso modo, là, ça peut varier un petit peu, mais on pourrait dire que les groupements apparents et accessibles, peut-être plus appropriés au premier cycle, groupements apparents mais non accessibles comme les blocs en base 10, peut-être plus au deuxième cycle, et les groupements symboliques, peut-être plus au troisième cycle. Je dis ça, c'est assez grossier, ça nous donne un ordre d'idée, mais c'est pas à trancher au couteau évidemment, mais l'argent qui serait l'argent ou la BAC, par exemple, qui serait symbolique, ben on peut penser que ce serait certainement pas approprié dès le premier cycle. Rapidement, avant la calculatrice du téléphone intelligent, il y avait beaucoup d'autres outils là, pour calculer. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis des liens raccourcis ici qui expliquent, capsule vidéo, qui explique l'abac romain, comment ça fonctionnait, et le boulier chinois. Et on pouvait compter, là, les marchands, en fait, utilisaient ces outils-là, en fait, les abacs et bouliers, pour compter très rapidement, là, pour faire du commerce avec des échanges et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, les liens sont là. Donc, ce sont des liens raccourcis qui vous amènent vers des vidéos YouTube. Donc, dans cette capsule, je vous invite à faire pause et à noter, en fait, ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Moi, de mon côté, je pense que j'ai pu expliquer en quoi consiste notre système de numération, les principes à sa base et leur utilité, particulièrement en comparant avec deux autres systèmes de numération. J'ai pu discuter en quoi le matériel de manipulation est utile dans l'apprentissage de la numération, tant du côté de l'élève que de l'enseignant. Puis j'ai pu, du côté de l'enseignant, j'ai été un petit peu plus rapidement, mais on y reviendra. Et j'ai pu distinguer les caractéristiques du matériel de manipulation en numération
et leur lien avec le développement de l'élève, et donc justifier le choix d'un type de manipulation plutôt qu'un autre. Donc vraiment, ça doit être un choix qui est réfléchi et non pas juste un choix pour voilà, j'ai ça qui est disponible, je vais l'utiliser avec des élèves de première année. Donc j'espère que ça a clarifié un petit peu cette idée de système de numération. On aura l'occasion de revenir sur vos questions certainement dans prochaine séance de classe virtuelle. Merci.